Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant l'hygiène chez les japonais. Cette image des japonais vraiment méticuleux, soignés, propres sur eux. Dès l'enfance, ils nettoient leur salle de classe, les rues sont nickel, pas un déchet par terre. Est-ce que c'est du flan ou pas? En tout cas, si vous voulez des réponses, vous êtes au bon endroit. Genshin Impact, déjà la version 2.1. Comment ils ont fait pour sortir des nouveaux personnages aussi vite et toutes des nouvelles features? Je sais pas. Comme je vous l'ai dit, il y a de nouveaux personnages comme par exemple Raiden Shogun ou encore Kujo Sara. Il y a également la célébration du premier anniversaire où vous pouvez récupérer des récompenses juste en vous connectant. Nouveaux persos, nouveaux cadeaux et aussi nouvelle map. Vous avez d'un côté l'île de Watatsumi et l'île de Seirai, qui est beaucoup plus agressive. Si vous ne connaissez pas Genshin Impact, c'est un excellent RPG qui vous propose des dizaines d'heures de jeu gratuitement. Et en plus, pas besoin d'injecter d'énormes quantités de sous pour se faire plaisir dans le jeu. Le lien est dans la description. Alors avant de démarrer concernant l'hygiène, il faut faire trois distinctions. Il y a l'hygiène à l'extérieur, donc les rues, les lieux publics, l'hygiène de chez soi, donc dans les appartements et résidences des japonais, et enfin l'hygiène de soi, l'ensemble des soins visant à la propreté du corps. Et on va commencer par le plus général, c'est-à-dire dans les rues japonaises. Bon, de manière générale, un touriste qui débarque pour la première fois au Japon, il vous dira forcément en rentrant en France que le Japon c'était propre dans les rues. Je vais pas forcément contredire ça, mais les Japonais ne considèrent pas forcément leur pays comme étant totalement clean. J'ai envie de dire, va à Shibuya le samedi soir, tu vas voir que non, c'est bien le bordel, il y a des déchets à même la rue, il y en a vraiment même beaucoup, les ruelles elles sont très sombres, c'est pas non plus ultra clean partout. Par contre là où le cliché entre guillemets est vrai, c'est qu'ils font vraiment très attention. Les Japonais de manière individuelle font très attention, mais aussi les équipes de nettoyage sont très méticuleuses. Et je pense que le plus gros choc que tu peux avoir, c'est sur les toilettes publiques. Vraiment, les toilettes publiques, dès l'arrivée, je veux dire, dès l'aéroport, tu vois, waouh! C'est clean, et même dans n'importe quelle gare que tu vas à Tokyo, il y a 9 chances sur 10 pour que ça soit vraiment très clean, à part si tu vas dans les gros quartiers, dans les toilettes que tout le monde utilise, je sais pas, enfin peut-être qu'il y en a une ou deux dans tout Tokyo, mais sinon, tout le reste c'est ultra propre. Après il y a des scènes comme celle-ci où tu vois une employée qui gratte les chewing-gums qui sont accrochés au sol, ah ça fait un peu réfléchir. Finalement, la politique de Singapour pour lutter contre les chewing-gums avec 450 € d'amende, elle est plus si absurde quand tu vois ça. Mais le plus gros du travail, là où vraiment tout le monde, je pense, fait attention, c'est sur les mégots de cigarettes. Comme au Japon, tu n'as pas le droit de fumer dans la rue, et bien les fumeurs sont entassés dans des zones fumeurs. Et du coup, autour de ces zones-là, il y a plein de mégots partout, mais au moins, c'est que à un endroit, là. Bon, je vous rassure, en vérité, il y a des cendriers dans ces endroits-là, hein, ils ont pas été débiles au point de pas en mettre, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont généralement trop pleins, et du coup, tu finis par jeter ton mégot par terre. C'est pas bien, hein, c'est pas bien, mais bon, bon, voilà. Pour les déchets en général, c'est extrêmement rare au Japon de voir des poubelles dans la rue et généralement c'est dans les combini. Ou alors les Japonais en fait ils mettent les déchets dans leur sac et ils les jettent chez soi. Mais après, l'hygiène et la propreté, ça ne se reflète pas toujours par quelque chose de visible. La pollution au Japon. Tokyo, bien qu'elle soit la plus grande mégalopole du monde entier, eh bien imaginez la plus grande mégalopole du monde entier, c'est Tokyo. Elle n'a pas pour réputation de subir des nuages de fumée, de la pollution en excès, contrairement à certaines cousines chinoises. J'ai même trouvé une carte qui répertorie la qualité de l'air dans le monde entier, et même si on peut remettre en doute voilà, les prises de mesures dans chaque pays, je la trouve quand même assez intéressante. En France, on est plutôt bon élève hein, finalement, et on a un pic de pollution dans une ville en Inde. La ville s'appelle, excusez mon accent, Worli, ou Mumbai, je sais pas. En tout cas, c'est en Inde, et je me demande bien ce qu'il y a là-bas. Et pourtant, même si je vous dis que le Japon aujourd'hui n'a pas pour réputation d'être très pollué, eh bien en 1973, c'était tout le contraire. À cette période, le Japon était le pays le plus pollué au monde. Numéro 1, numéro uno, y a rien au-dessus. Tout ça étant dû à l'industrialisation et au miracle économique de la seconde moitié du XXe siècle où vraiment on y allait au max. Et vraiment, faut bien se rendre compte que ce n'était pas seulement je tousse un petit peu et c'est tout. Non. La mer polluée de Minamata, où se situe le pire cas de pollution jamais constaté au monde. L'usine rejetait dans la baie des déchets chargés de mercure.
Les poissons accumulaient des doses toxiques très élevées, les villageois se nourrissaient de ce poisson. Intoxication collective, plus d'une centaine de personnes atteintes d'une maladie mystérieuse, les unes devenant aveugles, d'autres ne coordonnant plus leurs mouvements. Analyse, recherche, le lien est établi entre les poissons, le mercure et l'usine. Ah! Quand même, hein? C'est vraiment au début des années 90 que le Japon a eu un déclic niveau pollution atmosphérique. Ils se rendent compte que les véhicules roulant au diesel émettent des particules fines et dioxyde d'azote, à l'origine de maladies respiratoires et de cancers. Oh! Bon, je troll un petit peu, mais quand même, c'est vrai qu'à l'époque, forcément, il fallait quand même une étude pour prouver ça, pour bien prouver tes dires, parce que j'imagine que à l'époque aussi, il y a dû avoir des complotistes qui disaient, mais non, voyons, tu peux respirer dans le pot d'échappement, tout va bien, tu vois. C'est sûr, il y en avait. Le gouverneur de Tokyo fera une opération coup de poing devant les médias où il brandira une bouteille chargée de particules fines émises par les véhicules diesel. Et suite à cet événement-là, les contrôles ont été plus drastiques. Le Japon a placé des caméras de vidéosurveillance pour pouvoir surveiller et vérifier les plaques d'immatriculation des véhicules. Et en plus, il y a des inspecteurs qui se baladent comme la police pour voir si les véhicules sont bien aux normes. Et si jamais tu ne respectes pas la loi, l'amende est assez épicée, 500 000 yens, ce qui équivaut à peu près aux frais d'avoir un enfant au Japon. Et c'est comme ça que la pollution atmosphérique dans la ville de Tokyo, entre 2001 et 2011, a baissé de 55%. Et en plus, les diesels aujourd'hui au Japon ne représentent même pas 1% des véhicules qui roulent à travers l'archipel. Et d'ici 2030, le gouvernement souhaite interdire la vente de véhicules diesel pour arriver en 2050 à la neutralité carbone. Ce qui correspond à un équilibre entre l'émission de gaz carbonique et l'absorption de gaz carbonique. D'ailleurs, pour faire un petit peu la transition entre voilà l'extérieur et chez les Japonais, eh bien faut que je vous parle de Rugai. Je vous rassure, rien de fou, c'est juste du gargarisme. Mais c'est vrai que pour mon grand-père, en fait, quand il sortait à l'extérieur et qu'il revenait, eh bien faire un gargarisme, donc du coup se laver la bouche avec de l'eau, eh bien c'était aussi basique que de se laver les mains après être sorti. Et comme il m'a transmis ça, je vous avoue, c'était un petit peu mon secret durant les conventions pour ne pas tomber malade, parce que je peux vous dire qu'en convention, on voyait beaucoup de gens, hein, et sans geste barrière à l'époque en plus. Et dans le Rugai, hein, le gargarisme, tu as deux techniques. Le premier s'appelle le gara-gara, mais c'est plus un onomatopée qu'autre chose, c'est quand tu mets ta tête en arrière et que tu fais gara. Voilà, vous avez compris. Et le second, c'est un peu dans le même style, encore une fois, un onomatopée, mais cette fois c'est beaucoup. Et c'est quand tu alternes entre ta... Enfin, bah, je vais vous le montrer. Et bien sûr, tu recraches l'eau après, parce que sinon, eh bien l'intérêt, on va dire, extrêmement moindre. Au quotidien et chez soi. Dans les cabines d'essayage au Japon, tout le monde enlève ses pompes. Voilà, c'est un classique. Et pour les femmes, il y a aussi parfois un masque qui empêche votre fond de teint de tacher les pièces qui sont à vendre. Au restaurant, il y a le osibori qui vous sert à vous laver les mains, comme ça c'est une sorte de rince-doigt. Après, il y en a qui en profitent pour un peu s'essuyer le visage, le cou, tout ça, mais bon, à la base c'est plus pour les doigts. Et à l'école, la classique, vous le connaissez, on nettoie notre salle de classe. Ça permet autant de la maintenir propre que d'inculquer aux enfants l'effort pour le nettoyage. Sans compter que 2 fois par an, il y a le osoji, c'est le grand ménage en fait. Tu vas pas prendre juste 15-20 minutes pour tout nettoyer, tu vas prendre 2-3 heures pour nettoyer toute l'école. Et vraiment, t'as tous les élèves, les profs, tout le monde s'y met, et c'est assez impressionnant à voir, et heureusement ça va assez vite, hein. Encore une fois, je vous dis, quand t'es 30 par salle de classe, tout va très vite. Et je me souviens que vraiment, tu nettoies le moindre recoin, et j'étais avec une brosse à dents pour nettoyer certains coins de la classe. Ah, ça va loin. Pour ce qui est de la maison, vous connaissez, pas de chaussures à l'intérieur. Là, j'en ai, vous le voyez, parce que c'est des chaussures d'intérieur. Effectivement, dans les entreprises, c'est toujours comme ça. En fait, il y a vraiment les chaussures que tu portes à l'extérieur et celles que tu portes à l'intérieur. Et tu n'intervertis pas, sinon ça n'a aucun sens. Cette pratique, ça vient de la religion, en fait, qui dit qu'à l'extérieur, le soto, eh bien, c'est sale, contrairement à ce qui est à l'intérieur, uchi, qui est pur. Autre exemple où le Japon a pu briller, voilà, par sa propreté et son savoir-vivre, c'est lors de la Coupe du Monde de football en 2018. Les Japonais s'étaient distingués parce qu'ils étaient les seuls à avoir nettoyé leur tribune après le match. Dit comme ça, c'est juste des gestes assez évidents, mais dans la pratique, il y a assez peu de gens qui le font réellement. Et même dans les vestiaires des Japonais, c'était nickel. Mais attention, mesdames et messieurs, le Japon propre, voilà, tout ça, ça peut être aussi une façade. Parce qu'en public, là voilà, on essaye de faire une bonne impression, on nettoie tout, les vestiaires, tout ça, nickel, les tribunes, devant chez soi, les salles de classe, oui, en public, tout est nickel. Mais dans le privé, ah, ce que je vais vous révéler, c'est pas sur le net, ah, je vous le jure, c'est pas sur le net. La vérité, c'est que chez les Japonais, en fait, on peut avoir quelques surprises, hein, par certains moments. En fait, je pense que c'est surtout que ça contraste à mort entre l'image qu'ils renvoient vraiment dehors, propre sur eux, nickel, les rues, nickel, tout ça, vraiment l'éducation, le pays le plus propre au monde, soi-disant, et l'intérieur, enfin, chez les Japonais, où parfois ça peut être le giga bordel. Un exemple dans un animé que j'ai vu récemment, chez Misato dans Evangelion, elle a beau être propre sur elle, chez elle c'est un bordel monstre, avec beaucoup de bière et des poubelles partout.
Alors vous allez me dire, non mais ça Louis c'est pour les hikikomori, voilà ceux qui sortent jamais de chez eux, tout ça. Non, c'est pas un trait de caractère qui leur est exclusif. Il y a vraiment beaucoup de japonais qui laissent pas mal de bordel chez eux comme ça, qui laissent tout pas rangé, qui accumulent des poubelles, de la vaisselle, enfin vraiment ils se font vite noyer sous les déchets. Mitsugi aussi a des anecdotes, j'ai des anecdotes, bref, je pense qu'on n'est pas deux exceptions et que globalement chez les japonais, c'est loin d'être aussi propre que ce qu'on pense. Après, comme d'habitude, généralité, exception, vous avez compris. Après, c'est vrai que j'ai pas particulièrement d'images pour illustrer ce soi-disant bordel, mais je veux dire, Marie Kondo, vous connaissez hein, la méthode de rangement, voilà, ultra minimaliste, tu ranges tout très bien, tout ça. Je veux dire, si elle a popé au Japon, c'est qu'il y avait une demande. Vous voyez ma théorie? Bon, maintenant que j'ai cassé un mythe, il est temps de s'intéresser à l'hygiène du corps des japonais, et je pense que c'est ce qui va vous intéresser le plus. Les japonais ne transpirent pas. C'est une info qu'on peut trouver à droite à gauche sur le net, et c'est complètement faux. Vraiment, quand j'étais au Japon, je voyais les élèves quand ils faisaient du sport déborder de sueur, donc non, clairement, les japonais transpirent, ce ne sont pas des surhommes. En revanche, il y a une étude très sérieuse qui a été faite sur la transpiration chez les asiatiques de l'Est. Et en fait, c'est pas tant qu'ils transpirent moins ou pas du tout, c'est plus que leur transpiration eh bien, n'a pas d'odeur, ou en tout cas beaucoup moins que chez nous. Et ça, eh bien, cette étude, elle lie l'absence d'odeur dans la transpiration au cérumen. Oui, il s'agit bien de la substance jaunâtre que vous avez dans les oreilles. Au Japon, la norme, c'est d'avoir du cérumen sec et non humide. Et il y a génétiquement une association très forte entre le cérumen humide et une forte odeur corporelle. Pour la faire simple, cérumen sec, ça veut dire pas ou peu d'odeur corporelle, et cérumen humide dans les oreilles, ça veut dire forte odeur corporelle. Et tout ça, ça s'explique par la génétique. Et les japonais ont majoritairement la présence de l'allèle A dans ce gène qui fait qu'ils n'ont pas ou peu d'odeur corporelle. Alors je vous ai un peu épargné les explications scientifiques trop poussées parce que même moi j'y comprends plus rien. Le type de cérumen et l'odeur axillaire sont déterminés génétiquement par la RS17822931, un polymorphisme monocléoditique SNP situé dans le gène ABCC11. La littérature s'est intéressée aux traits mendéliens du cérumen, bien que l'odeur axillaire soit également mendélienne. Perso, chez moi il est humide, donc ça veut dire que j'ai récupéré le gène français. Mince. Et cette différence de texture de cérumen, je pense que c'est une des explications à la question pourquoi les japonais n'utilisent pas uniquement des cotons-tiges, mais aussi et surtout cet objet pour se nettoyer les oreilles. Je vous avoue, cet objet m'a toujours fait peur. Vous pouvez voir en fait c'est courbé ici, donc du coup pour pouvoir racler au niveau de l'oreille, et de l'autre côté on a un petit pompon histoire de nettoyer un peu mais très légèrement, hein. Vraiment c'est avec ceci qu'on nettoie ses oreilles au Japon. Donc ça va pouvoir racler entre guillemets ton oreille et du coup la nettoyer, alors qu'un coton-tige, eh bien ça va avoir tendance un petit peu à enfoncer les saletés au fond de l'oreille. Alors après, dans certains articles, ils disent que carrément les japonais trouvent que les occidentaux sentent mauvais. Je pense pas que ça aille non plus jusque là. Et en plus, si la majorité des japonais ont très peu d'odeur corporelle, eh bien on comprend pourquoi il y a très peu de parfums au Japon. Ça me rappelle dans ma vidéo Une journée dans la vie d'un chef sushi, une des choses à ne pas faire que le chef a dit, c'était de mettre un parfum pour venir manger des sushis, parce que ça masquait et dégradait le goût et la senteur de ses produits. Et d'ailleurs, parfum, déo, même combat, les déodorants dans les combini, on les trouve que depuis assez récemment. Il y a 10 ans c'était introuvable, et surtout, même si aujourd'hui on en trouve dans les combini, la taille on va dire voilà, c'est format Japon. Le parfum et le déo c'est donc pas courant au Japon, et dans le monde du travail c'est même perçu comme une agression olfactive. Genre ton collègue il pue, tu peux aller te plaindre à la direction, c'est normal. Les japonais très scrupuleux sur l'hygiène estiment que les odeurs de transpiration, tout comme le recours à un parfum entêtant, tiennent du harcèlement olfactif. Et tu peux te retrouver au Japon à suivre un programme de formation géré par une société de produits hygiéniques pour te donner des bonnes habitudes afin de te débarrasser des odeurs indésirables. Effectivement vous l'avez compris, c'est pas parce que leur sueur ne pue pas que c'est une excuse pour ne pas se laver. Dans la salle de bain. Si je vous dis au Japon, toute la famille se baigne dans la même eau de bain, il y a de fortes chances pour que vous réagissiez comme ça. En fait, c'est sûr que si vous ne savez pas comment on fait pour se laver en famille au Japon, eh bien ça peut faire bizarre. Comme si chacun déposait toutes les saletés dans l'eau du bain, et bonjour les microbes pour celui qui passe en dernier. La vérité, c'est qu'on se lave avant de rentrer dans le bain. Généralement on est assis sur un petit tabouret et on passe de l'eau comme si on était sous la douche, mais on fait ça assis. Donc vraiment on fait tout, hein, gel douche, shampoing, après shampoing, vraiment on fait tout. Et après tout ça, on rentre dans la baignoire. En fait le bain en tant que tel c'est pas vraiment fait pour se nettoyer, c'est plus fait pour ouvrir ses pores, se détendre, vraiment voilà, respirer un bon coup. Et donc du coup, vu que le bain c'est très commun et assez important dans la culture japonaise, eh bien l'écart technologique entre les baignoires en France et au Japon est assez grand. Alors je suis actuellement dans la salle de bain voilà, de la maison de Thèves, et du coup on peut voir ici dans la baignoire qu'il y a la zone pour la douche où là t'es assis, et ensuite là la zone où tu vois la baignoire. Et on a un panel de contrôle, voilà,
En gros, il dit que la température maximale actuellement c'est 46 degrés. Donc là, tu peux le gérer aussi, bien sûr. Là, tu as l'heure, carrément, là, on a une petite heure. Et là, en fait, tu peux régler la température du bain. Parce qu'il suffit au Japon d'appuyer sur un bouton et tu peux remplir ta baignoire. Enfin, juste, elle va se remplir automatiquement avec le nombre de litres qu'il faut et à la température que tu veux. Donc là, on appuie sur Full Zero. Voilà, donc là, en fait, elle est en train de me dire est-ce que vous avez bien pensé à appuyer sur le bouchon pour boucher la baignoire? Et on va avoir un bain à 44 degrés. Mais si je veux qu'il soit plus froid, par exemple. Voilà, je peux baisser. Bon, j'ai éteint parce que voilà, je ne vais pas prendre de bain tout de suite. Mais voilà, tout ça pour vous dire que vraiment la technologie qu'il peut y avoir dans une baignoire japonaise, ça n'a rien à voir avec la France. C'est beaucoup plus pratique, vraiment, t'appuies et c'est terminé. Donc forcément, elle va se remplir au niveau qu'il faut, elle va maintenir la température et en plus, elle va aussi te parler au moment où c'est terminé. Et du coup, en sortant de cette pièce, donc pas de la salle de bain, mais on va dire là ici aussi c'est la salle de bain, vous voyez. Mais là en fait la pièce, le compartiment douche plus baignoire, il est isolé du reste. Donc ça fait que si je ferme ici, du coup tu peux locker là juste ici, hop là comme ça. On peut avoir un nouveau panel de contrôle juste ici, mais tu peux mettre l'aération, la clim, la ventilation et surtout ce bouton là qui te permet de chauffer pendant du coup ici 10 heures la pièce. Et ça va permettre en fait d'envoyer beaucoup de chaleur dans la pièce afin de la stériliser. Bon, à la base c'est fait pour sécher ses vêtements, mais ça peut être utilisé aussi comme ça parce que, comme je vous l'ai dit, une eau stagnante au Japon, elle reste stagnante. Dernier point sur la salle de bain, en fait, enfin pas sur la salle de bain du coup, mais les toilettes japonaises ne se trouvent jamais dans la salle de bain. Genre jamais. Les toilettes c'est toujours une pièce séparée, à part, avec des petites pantoufles qui permettent de ne pas propager les bactéries partout dans la maison. Et je pense qu'il est temps maintenant de passer au prochain sujet. Alors, ça c'est le sujet. THE sujet. J'ai vu, mais il y a un nombre de blogs, de sites et de questions qui tournent autour de la pilosité des Japonais, c'est fou. Vraiment un sujet qui déchaîne les passions et on va le traiter aujourd'hui, maintenant, tout de suite. De manière générale, c'est vrai, les Japonais sont moins poilus. Prenons mon propre corps en exemple, je peux vous dire que voilà, niveau bras et jambes, j'ai quand même bien hérité des gènes français. Par contre, tout ce qui est torse, dos, j'y ai rien. Et pour la barbe, chez moi, c'est franco-japonais. En fait, voilà, il y en a, mais c'est très espacé. Donc du coup, si je la faisais pousser, ce serait dégueulasse. Du coup, voilà, je la rase comme ça à chaque fois et je suis nickel. Bref, dans ma phrase précédente, j'ai bien dit les Japonais, et pas les Japonaises. Parce qu'effectivement, chez les Japonaises, la pilosité, bon, j'ai envie de dire que c'est la même chose que chez les Françaises, hein, c'est pareil. Sauf que bien sûr, autant chez les hommes que chez les femmes au Japon, eh bien le rapport au poil est très différent. Déjà pour les hommes, vous verrez très rarement un japonais avec de la barbe ou même avec des poils parce que c'est considéré comme de la négligence et comme quelque chose de sale. Pour un salariman japonais, venir au travail en n'étant pas totalement rasé, c'est juste impensable. Comme d'hab, ça commence à évoluer avec les startups, mais si tu es dans une grosse boîte japonaise un peu vieillotte là comme ça, eh bien n'espère même pas pouvoir venir au taf avec une barbe de 3 jours. Même pour les jambes, hein, certains japonais se rasent intégralement. Par exemple, ce site est totalement orienté pour les hommes. Et puis quand je vois les prix, je vois que c'est pas non plus complètement donné, hein. Je veux dire, pour avoir les 6 séances pour être tranquille pendant un bon moment, eh bien c'est quand même 60 000 yens. Précisément pour le visage, on a 66 880 yens, ce qui fait quand même 520 €. Étrangement, en faisant des recherches, j'ai trouvé beaucoup de vidéos sur YouTube qui montraient de l'épilation. Et pas que des femmes, hein, je veux dire, vous pensez que c'est un moyen de se rincer l'œil un petit peu? Non, pas tant que ça. Même le youtubeur japonais numéro 1, c'est-à-dire Hikakin, il a fait une vidéo où il s'épile les jambes. Est-ce que vous imaginez 2 secondes Squeezie faire la même chose sur sa chaîne? Mais je vous avoue quand même, c'est du côté des femmes que c'est plus intéressant. Avoir des poils apparents sur le corps au Japon pour une fille, c'est mort. Même des petits poils, voilà, un peu induvés sur les bras, c'est niette. Sinon les Japonais, les Japonaises surtout te feront des réflexions en mode oh là là, mais t'es poilu, dis donc, hein. Donc voilà, si tu veux éviter tout ça, intérêt à te raser intégralement. Ça s'appelle le Zenshin Datsumo et dès le collège-lycée, la grande majorité a recours à l'épilation. Et comme je vous l'ai dit, c'est partout. Les bras, les mains, le visage, les jambes, partout. J'ai vu même derrière les oreilles. En plus au Japon ils sont bien équipés pour faire ça avec de la lumière pulsée et au laser, d'autant plus que ces techniques sont plus efficaces sur des poils foncés avec une peau blanche, elles sont donc devenues très populaires au Japon et globalement moins onéreuses qu'en Europe. Et sinon, il y a les Iryo Datsumo qui sont un peu plus médicalisés. C'est réalisé par un médecin et au laser et c'est censé être plus rapide que la lumière pulsée. Tout ça, c'est le joyeux business de l'épilation au Japon, qui n'hésite pas d'ailleurs à faire des publicités assez agressives. Je tiens cette image de Japanistar, voilà, et sur le petit texte à côté, on peut y lire « Quand tu seras propre, je te mangerai ».
Oui, le bon sexisme. Et comme c'est une pub pour de l'épilation, tu peux prendre le raccourci. Si tu t'épiles, eh bien tu seras joli. Et si tu t'épiles pas, tu seras moche du coup. Et en plus, le terme manger se réfère probablement à... Bref, vous avez compris, vous avez compris. Mais, cependant, en revanche, il existe une exception. Voilà, je vous ai dit partout ils sont rasés. Il existe une exception. Les femmes japonaises se rasent tous les poils? Tous? Non. Une zone résiste et lutte toujours contre l'envahisseur. Si vous êtes une femme et que vous êtes déjà allé dans un onsen au Japon et qu'il y avait d'autres femmes japonaises avec vous, je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Pas vrai, Marie? Je ne vais pas expliciter davantage, comprenez par vous-même, et en même temps j'ai envie de dire, c'est pas bien compliqué. Alors pourquoi les japonaises ne se rasent-elles pas sur cette zone? C'est une question sérieuse que je pose là, non, c'est pas du tout pour rigoler. Si en Occident c'est épilé ou pas, c'est vraiment en fonction de la personne et de la volonté de la personne, et bien au Japon, force est de constater qu'il y a quand même une unanimité sur cette zone-là. La monétisation de ma vidéo étant sûre actuellement, elle est comme ça. Et en fait, à cette question, il existe plusieurs explications. La première, c'est la puberté et le refus de l'enfance. On n'a pas envie de ressembler à quand on était un enfant. Ensuite, il y a une explication plutôt historique en fait. Durant l'ère Edo, eh bien c'était les péripatéticiennes qui se rasaient intégralement. Donc du coup, vu qu'on n'avait pas envie de passer pour une péripatéticienne, eh bien on ne se rasait pas cette zone-là. Surtout que dans les onsen, si on ne fait pas comme tout le monde, on va vite attirer l'attention. Et je pense que dans un onsen où tout le monde est absolument complètement nu, je pense que c'est le dernier endroit où tu as envie d'être le centre de l'attention. D'ailleurs, je tiens une autre anecdote de Mitsugi, c'est que dans le monde du X, on demande de ne pas être trop rasé pour ne pas avoir à trop flouter après en post-prod. Ça paraît logique. Wow, attendez, je vous ai dit que c'était que les japonaises qui se rasaient pas cette zone-là? Mais non! Les japonais aussi! Pour les mecs, c'est totalement pareil. Dans les onsen, j'ai pu constater que voilà, c'est... touffu. Voilà, bon, je vais dire ça comme ça. Conclusion. En conclusion, eh ben, je trouve qu'on a appris un paquet de trucs. Bon, en extérieur, les grands classiques avec les chaussures et les écoliers qui nettoient leur classe, vous connaissiez, je pense. Mais pour les poils et la transpi, eh bien, moins sûr. Je précise bien encore une fois que je fais des généralités et que chacun gère son corps comme il l'entend. Il y a plusieurs modes de vie en France comme il y en a plusieurs au Japon, ne perdez jamais ça de vue. Si vous considérez les habitants du Japon comme une grosse masse uniforme, eh bien, vous vous trompez lourdement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine, tchuss.